Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous emmener à Florence. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. À chaque fois que nous mettons le cap sur Florence, il y a une espèce d'atmosphère étrange qui s'empare de ce studio. Atmosphère de beauté, d'intelligence, d'une certaine raideur peut-être aussi. Et justement, vous allez nous raconter une de ces révolutions aujourd'hui. Oui, une des révolutions florentines, la plus marquante de toutes, celle d'un prédicateur radical qui a cru pouvoir importer sur terre la cité de Dieu. Nous parlons de Jérôme Savonarole avec Marie Vialon cet après-midi. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. En cette fin de Quattrocento, Florence est à l'apogée de sa richesse, de son luxe et aussi des travers qui vont faire sa célébrité, c'est-à-dire d'une certaine débauche. On est à l'époque où l'art florentin est au sommet, les grandes compositions de Botticelli, le printemps, l'adoration des rois mages, tout ça évidemment fait la célébrité de la cité. Imaginez la richesse des grandes familles qui dirigent cette république. On vit dans les soies les plus fines, dans les pourpoints brodés d'or, constellés de perles, de joyaux. La vie n'est que fête, banquets, mets exquis et parfums raffinés. Tout ça est très brillant d'un côté et assez relâché d'un autre, disons-le. Florence est en train de devenir la cité des courtisanes et des garçons faciles. Florence est en train de devenir un véritable cloaque, si l'on en croit certains. Les institutions publiques sont corrompues, nous disent un certain nombre de chroniqueurs. Les sociétés privées sont décadentes. Il n'en reste pas moins que Florence, capitale des arts et des lettres, est aussi une grande place financière. À la fin du XVe siècle, donc, dont nous parlons, 33 grandes banques se partagent cette cité, cette place financière, dont la banque des Médicis, les Médicis qui dirigent la ville. Et voilà que dans cet univers à la fois brillant et décadent, un peu faux, sans doute corrompu et débauché, survient un personnage qui proclame, avec des mots très crus, très verts, qui proclame la vérité, la probité, la bonté, la chasteté. C'est un moine dominicain d'une bonne trentaine d'années. Il a un physique très remarquable, taillé un peu à coups de serpe, si l'on en croit le célèbre portrait que l'on voit lorsqu'on se promène au monastère San Marco. Il est relativement petit, enfin il est d'assez petite taille. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas gracieux de visage, mais il est en revanche habité par la grâce. Girolamo Savonarola. Jérôme Savonarole, disons-nous. Qui est-il, cet homme au nez en bec d'aigle? Il était né à Ferrare, il est né en 1452, dans une famille assez aisée, qui était originaire de Padoue, et très vite il s'est destiné à la médecine. Il a été étudier la médecine à l'université. Il est cérébral. Ce garçon, c'est un introverti épris d'absolu qu'on voit lorsqu'il a 22 ans quitter le foyer et se rendre à pied. Je précise, à l'époque on n'a pas tellement le choix, on est à pied ou à dos de mule. Il s'en va jusqu'à Bologne. La pensée d'entrer en religion chassait de mes yeux le soleil, dira-t-il, avec cette espèce d'absolu qui caractérisera les discours de Savonarole. Il arrive donc chez les dominicains où il fait office de jardinier, de tailleur. C'est intéressant parce que la manière qu'il a, paraît-il, très remarquable de tailler les arbustes est un peu celle avec laquelle il essaiera plus tard de tailler la société florentine. Bref. En 1475, le voilà au couvent San Marco de Florence, où il étudie la métaphysique. On est en pleine époque aristotélicienne, nous parlions de ça il y a quelques jours, c'est l'époque où l'on a redécouvert les écrits d'Aristote, où un saint Thomas d'Aquin est en train de leur donner une dimension, de les adapter en quelque sorte à la société du XVe siècle. C'est un très bon pédagogue, ce Savonarole, il enseigne aux novices, et à partir de 85, il va se lancer dans des espèces d'interventions qui ressemblent à des prophéties.
il effectue un séjour à Bologne et en Lombardie qui dure près de 3 ans. Et lorsqu'il rentre à Florence, au couvent de San Marco, toujours bien sûr, on est là à la fin des années 1400, enfin au milieu des années 1490, eh bien, il va être élu prieur du couvent. Il fait pour la première fois de sa vie, à ce moment-là, l'expérience du pouvoir. Le magnétisme de cet homme, sa foi exaltée, la profondeur qu'il est capable d'exprimer, lui donne sur les novices, mais d'une façon plus générale sur l'ensemble des auditeurs auxquels s'adresse sa parole, une forme d'ascendant particulier. Il est le prêcheur par essence, et nous y reviendrons tout à l'heure. S'il fallait définir Savonarola, je crois que, et vous l'avez dit d'ailleurs, c'était très bien tout à l'heure en présentant l'émission, Anissa, c'est d'abord et avant tout un prêcheur qui va s'adresser à des centaines puis à des milliers et à la fin à des dizaines de milliers de personnes. Or, à ces sermons, frère Jérôme a tendance à mêler un certain nombre de prophéties. Alors il semblerait, et on apprendra ça au moment de son procès, il faut faire très attention avec les procès médiévaux parce qu'on fait dire évidemment sous la torture à peu près tout et n'importe quoi à ceux qu'on interroge, mais enfin en l'occurrence il semblerait bien que les prophéties de Savonarola viennent d'un de ses coreligionnaires, le frère Sylvestre, qui était doté de pouvoirs assez extraordinaires, qui était une sorte d'illuminé. Il était capable par exemple de répéter un discours entier en allemand alors qu'il ne connaissait pas du tout cette langue. Vous voyez, il était quand même doué d'un pouvoir un peu étonnant, et ce bonhomme avait des visions, des apparitions, etc. Il les transmettait à Jérôme Savonarola, qui, avec l'art inouï qui le caractérisait, avec un art oratoire sans exemple, était capable de transformer ces espèces de rêves alambiqués en de véritables prophéties qui marquaient tout le monde et qui d'abord vont marquer la famille qui gouverne à Florence. Laurent de Médicis ne tarde pas à remarquer Savonarola. Un extrait de la bande originale du film L'Extase et l'Agonie qui met en vedette Charlton Heston dans le rôle de Michel-Ange, un film à revoir et surtout un film signé Carol Reed. Alors nous sommes au cœur de l'histoire de Jérôme Savonarola. C'est un frère dominicain, un prédicateur assez enflammé. Vous venez de nous le raconter. Vous allez voir, ce n'était rien encore. Ah, ça va s'accentuer. Bon, on a hâte de découvrir ça. Mais juste avant, j'aimerais vous poser une question sur le régime politique de la République de Florence à l'époque. Vous nous avez parlé du Grand Conseil. On
on en est où à cette époque? C'est une république, ce qui ne veut pas dire une démocratie. Vous savez qu'on a toujours tendance à confondre ces deux notions qui ne sont pas liées historiquement pour 1000 raisons. En l'occurrence, il y a 3200 citoyens à Florence en 1494 et ces 3200 citoyens élisent, et encore d'une manière indirecte, ils élisent un grand conseil de 80 membres dont émane un directoire et une seigneurie qui est un peu, si vous voulez, la présidence de la République. Ce sont en vérité quelques familles qui tiennent la ville, généralement les familles des grands banquiers dont je vous parlais tout à l'heure, et l'on devrait pouvoir parler, j'imagine, d'une oligarchie. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure quelle définition on pourrait donner à ce régime très particulier de Florence. Or, dans ce régime très décadent, vous l'aurez compris, c'est ce qui compte dans notre affaire, Jérôme Savonarole devient un personnage. Je vous disais que Laurent de Médicis le remarquait, d'ailleurs il va l'appeler à son chevet au moment où il est en train de mourir. Il faut dire qu'il y a, enfin c'est une hypothèse, il faut dire qu'il y a chez Savonarole une sorte de capacité à séduire et à étonner le public. Ça lui donne, bien entendu, un ascendant considérable. Il dispose tout simplement d'un charisme hors du commun. Il a prophétisé la mort de Laurent, la mort du pape, tout ça se réalise, et il annonce, en punition des péchés des Florentins, une invasion étrangère dans leurs murs. On annonce très peu de temps après l'arrivée, enfin l'approche en tout cas, des 35 000 hommes que conduit le roi de France, Charles VIII. On est en pleine période où Charles VIII se penche sur Naples, vous savez. Et donc les Français, quand on dit les Français à l'époque, autant dire les barbares, littéralement, pour des Florentins. Les Français sont là, aux portes de Florence, et ça va paradoxalement servir Savonarole, qui fait partie de ceux qui envoyaient à Pise. Pise est le satellite de Florence à l'époque, une sorte de débouché de la cité sur la mer. Envoyé à Pise, Savonarole va, entre autres, il n'est pas seul bien entendu, va participer aux négociations avec Charles VIII. La grande entrevue a lieu le 9 novembre 1494. On peut dire de Savonarole qu'il joue d'ailleurs un double jeu dans cette affaire. Il n'empêche, ils vont obtenir, les émissaires, un accord avec le roi de France. C'est le traité de Pise du 25 novembre, par lequel Charles VIII s'engage à rendre à la ville les forteresses qu'il pourrait occuper jusqu'à la conquête de Naples. Pour Jérôme Savonarole, c'est une sorte de triomphe personnel, parce qu'encore une fois, s'il n'était pas seul dans cette délégation, il est celui qui va tirer l'essentiel des bénéfices de ce qui est considéré comme une victoire diplomatique. Pierre II de Médicis, à l'époque, s'est enfui, d'ailleurs dans des conditions assez extravagantes et rocambolesques, et c'est Savonarole qui se fait littéralement plébiscité par le Grand Conseil, dont je vous parlais justement à l'instant. À Florence, cette fuite des Médicis devant l'arrivée des troupes françaises a bousculé la donne, et c'est avec une facilité déconcertante que le frère Jérôme est désormais en mesure d'imposer à la cité sa vision. Officiellement, on maintient le régime dans les formes. En réalité, ce qui est en train de s'installer, c'est un régime très autoritaire et c'est un régime clérical. Ça, c'est assez extraordinaire. Ça fait partie c'est une des raisons pour lesquelles on est passionné par cette affaire de Savonarole. C'est qu'il est en train d'installer la théocratie à Florence. Ça n'est pas rien dans l'histoire de l'Occident, bien entendu. Alors, officiellement, les citoyens peuvent en appeler au peuple pour tous les jugements rendus pour crimes d'État. En vérité, ce n'est pas du tout ce que la dictature cléricale, si je puis dire, de Savonarole va garantir. On pourrait songer à d'autres régimes, à d'autres théocraties. D'ailleurs, on essaiera tout à l'heure de comparer le régime de Savonarole avec celui d'un certain nombre d'autres chefs religieux. En tout cas, aux yeux de frère Jérôme, c'est bien le Christ qui est roi de la cité, ce qui veut dire qu'il va falloir procéder à un grand ménage, si vous voulez. Les courtisanes dont je vous parlais, les débauchés, les libertins de toutes sortes sont poursuivis, et à chaque fois qu'on peut les arrêter, certains sont même supprimés. C'est l'ascétisme qui devient la règle. Et je me rappelle une expression du duc de Castres qui faisait ses choux gras de toute cette affaire et qui nous disait « À Carnaval, les cagoules ont remplacé les masques ». Mais c'est un peu ça, les cagoules des pénitents, bien entendu. Les sermons de Savonarole sont de plus en plus
exalté. Alors certes, le frère Jérôme est capable de magnétiser les foules, et en même temps, il inquiète déjà. Alors il a tendance, et c'est un des aspects du régime qu'il institue, il a tendance à s'appuyer sur les plus faibles, sur les indigents. Il procède à des remises de dettes, il crée des fonds de soutien pour les plus pauvres. On fait littéralement la chasse aux usuriers, et notamment aux usuriers, c'est-à-dire aux prêteurs d'argent à intérêt, et notamment aux prêteurs juifs qui deviennent, comme souvent, de véritables boucs émissaires. Et c'est aussi sur les jeunes. Et quand je dis les jeunes, ne sont pas des adolescents, c'est vraiment des enfants sur lesquels Savonarole va s'appuyer avec une espèce de comment dirais-je, de milice de jeunes gens qui ont 9, 10, 11, 12 ans, vous voyez, et qui sont chargés d'aller faire la chasse aux richesses dans la ville, parce qu'on n'a plus le droit. Les fameuses soieries et les brocarts d'or dont je vous parlais, les tapisseries de fils de soie et d'or, tout ça n'a plus droit de citer. On va même aller jusqu'à organiser de gigantesques autodafés. On peut dire que la République de Florence, à ce moment-là, est vraiment attaquée dans ses fondements. Ça, c'est pour l'intérieur. Évidemment, à l'extérieur, on ne peut pas dire non plus que les choses se passent très bien. Vous imaginez que le pape jette un œil pour le moins intéressé sur ce qui est en train de se passer. Le 25 mars 1485, sous l'égide du pape, s'est créée la Ligue de Venise contre l'invasion française. Or, le 6 juillet à Fornoux, le roi de France, Charles VIII, a écrasé les armées de la Ligue. Vous savez, on va parler de la Furia Française et de cette énergie extraordinaire que les barons de France ont su mettre dans la bataille. Bref, Charles VIII se retire, et à partir de ce moment-là, il était, évidemment, vous l'aurez compris, le soutien armé de ce qui était en train de se passer à Florence, et en se retirant, si j'ose dire, il retire l'échelle sous les pieds de Savonarole. Savonarole qui a eu la mauvaise idée quelque temps avant de se lancer dans un véritable bras de fer avec la papauté. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand, vous nous racontez cet après-midi le parcours de Jérôme Savonarole, ce frère dominicain qui a réussi à chasser les Médicis, en tout cas cette dynastie, pour instaurer une république chrétienne et religieuse à Florence. Qui a profité en tout cas de la vacance organisée par les Médicis pour s'installer au pouvoir, en effet, pour installer une sorte de dictature cléricale dont nous essaierons tout à l'heure de cerner les tenants et les aboutissants. Ça sera très intéressant de poser la question à Marie Vialon, bien entendu. Il faut vous dire que plus le temps passe et plus les excès de Savonarole et de tous ceux qui se réclament de son ascétisme finissent par lui aliéner un certain nombre de corporations. On voit les bouchers, les marchands, les banquiers bien entendu, et les cabaretiers, etc. se lever contre Savonarole, et bientôt la ville est partagée en deux camps. Vous avez d'un côté les partisans de Savonarole, les pleureurs, les piagnoni comment dit-on, en florentin, en dialecte florentin, et puis en face les arabati, c'est-à-dire les enragés, qui sont tous ceux qui se disent déçus de Savonarole, qui en vérité, sous prétexte de vouloir aller encore plus loin dans la réforme, sont ses opposants, et des opposants de plus en plus durs, qui vont utiliser le fameux bras de fer avec le pape. Ce bras de fer prend des proportions assez importantes à partir de juillet 1495, quand le pape ordonne à Savonarole de se rendre à Rome pour lui exposer ses visions, pour voir si tout ça est quand même bien conforme au dogme catholique. Et Savonarole refuse. Il dit « Oh, je ne suis pas... ma santé est médiocre, je ne peux pas me rendre jusqu'à Rome. » Ça, c'est une fin de non-recevoir qui, évidemment, ne passe pas du tout au Vatican. Le pape est très irrité. Il exige de Savonarole qu'il cesse de prêcher. Et ça, vous pouvez imaginer que le moine refuse de s'incliner, d'autant plus qu'il est soutenu par un certain nombre des magistrats qui trouvent dans son pouvoir un moyen de se maintenir eux-mêmes. Donc on dit à Savonarole, il n'est pas question que vous arrêtiez, n'obéissez pas au pape. Le pape va faire examiner la doctrine de Savonarole par 14 théologiens de l'ordre de Saint-Dominique, et finalement le moine est considéré comme coupable d'irrespect
Alors on se dit, bon, après tout, ce n'est pas si grave que ça. Et le pape va finalement frapper la ville de Florence d'interdit. C'est-à-dire que entre le verdict, si je puis dire, de ce collège de théologiens et la décision pontificale, il y a un véritable écart. Ça, c'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. À partir du moment où la ville est frappée d'interdit, évidemment, pour Savonarola, il va devenir difficile de se maintenir. En vérité, ce sont les moines franciscains de Santa Croce qui auront raison du dominicain de San Marco. Le frère François de Pouille, notamment, va jouer un rôle très important dans l'ouverture d'une véritable brèche dans les soutiens à Savonarola. On a organisé le 7 avril 1498 un grand bûcher qui fait 40 brasses, nous dit-on, c'est-à-dire 60 mètres à peu près. Savonarola est censé manifester son pouvoir ce jour-là. Il est censé littéralement traverser le feu et les braises. Et en fait, il ne se plie pas du tout à l'ordalie, c'est-à-dire au jugement. Il délègue, il se fait représenter, si je puis dire, par Fra Domenico, qui est une force de la nature, et lui-même, en quelque sorte, échappe à l'épreuve suprême. Ça contribue à lui aliéner les derniers partisans sur lesquels il avait tendance à pouvoir s'appuyer. À ce moment-là, Florence est vraiment transformée en une véritable cité de combat. Les choses sont... Plus personne ne gouverne dans la ville. Le frère Jérôme et ses deux acolytes, frère Dominique et frère Sylvestre, vont être arrêtés, jetés en prison. Ils sont au sommet de la tour du Palazzo Vecchio, vous savez, et puis conduits au Bargello pour y subir plusieurs fois diverses tortures, dont le supplice de l'estrapade. Les chefs d'accusation contre eux sont multiples. Cette fois, pour Savonarola, l'heure de la sanction est venue. Cette sanction, elle va venir le 23 mai 1498. Bonjour Marie Vialon, merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons ensemble finir, si je puis dire, l'histoire de Savonarola et revenir sur un certain nombre des questions que j'ai laissées en suspens pendant le cours de ce récit. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Franck Ferrand vous emmène cet après-midi au cœur de l'histoire de Savonarola. Nous sommes en Italie jusqu'à 15h et on se retrouve juste après Can't Control. L'instant sur Europe 1 avec Can't Control. Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la ville de Florence, en Italie, avec votre invité. Vous recevez Franck-Marie Vialon, qui est italianiste à l'université Lyon 3, spécialiste des questions religieuses et auteur, entre autres, de Savonarola, Glaive de Dieu, paru chez Ellipse en 2008. Je ne résiste pas, puisque je vous parlais du duc de Castres, à vous lire la description qu'il nous fait de la fameuse ordalie, c'est-à-dire ce jugement de Dieu auquel Savonarola en avait appelé. C'était en avril 1498. Il dit qu'il va démontrer à quel point il est juste et à quel point il a raison en traversant le feu, littéralement. Un couloir, nous dit Castres, séparait en deux le bûcher et il faudrait le parcourir au milieu des flammes. La plus grande partie de la population florentine, massée sur la vaste place, vit arriver Savonarola tenant à la main une hostie consacrée. Il tendit celle-ci à son prieur, Fra Buonvincini, en l'invitant à la prendre dans ses mains et à traverser le bûcher. Une protestation s'éleva dans la foule quand on eut constaté que Savonarola se dérobait en personne à l'épreuve. Le moine exposa ses raisons. Il s'étendit longuement et pendant son discours, un orage énorme creva sur la ville et inonda les fagots. Ceux-ci furent trempés au point qu'on ne put les enflammer. La foule hua Savonarola, qui prétendait maintenant avoir obtenu la pluie par miracle. Le moine dut s'enfuir précipitamment. Il se réfugia dans San Marco, d'où on ne tardera pas à aller le tirer, en vérité, hein, Marie Vialon. Alors on peut même raconter un petit peu avant. Donc le feu qui a été préparé, non seulement il y a des fagots, mais il y a aussi ce qu'on appelle de l'eau ardente, c'est-à-dire en fait de la terre ébante, et le feu était allumé. Donc les hommes devaient rentrer dans ces deux, en théorie, dans ces espèces de deux murs, et le feu était allumé derrière eux, ce qui fait qu'ils n'avaient pas d'échappatoire possible. Et de toute façon, il y avait 300 fantassins autour.
Donc normalement, il ne pouvait pas partir. Quelle est l'astuce qu'a trouvé Savonarola ? Il en a trouvé 2. La première, c'est qu'ils étaient habillés d'un habit religieux. Peut-on jeter un habit religieux au feu ? Donc c'est un point de droit dont il faudrait discuter. D'autre part, ils avaient au cou un crucifix. Peut-on, en bois évidemment, peut-on brûler un crucifix ? Peut-on brûler la croix du Christ ? Donc, autre point dont il faut discuter. On en discute pendant 7 heures, ce qui donne le temps à l'orage d'arriver et tout est fini. Comment expliquer qu'il se soit enfermé, si je puis dire, dans cette épreuve dont il savait bien qu'il ne pourrait pas venir à bout ? En fait, c'est dans un de ses prêches où il avait dit, le thème du feu, il ne faut pas oublier qu'il a commencé sa prédication. Un dominicain, c'est un moine prêcheur. Donc la prédication, c'est l'activité essentielle de ces gens-là. Et il a commencé son campagne, je dirais, de prédication par la prédication de l'Apocalypse. Donc sur l'Apocalypse, en partant du texte de l'Apocalypse. Donc d'entrée de jeu, il expliquait un texte qui était déjà violent et un texte où le feu a une place primordiale. Donc on peut faire d'ailleurs pas oublier qu'il va finir dans le feu, il a eu des illuminations, enfin le feu, la lumière, tout un champ sémantique autour de Savonarola qui permettrait de faire des études relativement longues. Oui, c'est assez inouï. Alors son pouvoir, j'allais dire son aura a beaucoup, encore de la lumière, beaucoup pâli à la suite de cette affaire, bien sûr. Les gens se sont un petit peu rendus compte, il y en a un certain nombre du moins qui se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un coup de bluff dans son histoire. Ça. Et le bluff en question n'a qu'un temps, il va être donc jugé, condamné et exécuté. Alors il est pendu puis brûlé en fait. Ça, ça fait partie de même que quand ils sont on ne brûlait le corps. D'ailleurs, si vous regardez les gravures, les gens qui étaient pendus et brûlés, ils étaient pendus par le cou, mais il y avait aussi des chaînes qui retenaient le cadavre de façon à ce que on ait le temps de voir la combustion du corps, quoi. Ça faisait partie des rituels, mais là c'est pas pour lui exceptionnellement, c'est le processus, je dirais, la procédure juridique des exécutions tout à fait normale. Que va-t-il se passer après, donc après l'exécution de Jérôme Savonarola ? Alors juste au moment de son exécution, il y avait beaucoup d'hommes d'armes sur la place, puisqu'on voulait absolument, c'était une consigne qui venait de Rome, il fallait absolument pas qu'il y ait de reliques. Donc il fallait que toutes les cendres et les cendres du bûcher soient jetées à l'Arno. Évidemment, il y a eu des détournements, ou du moins dit-on qu'il y a eu des détournements. Il y a des gens, il y a des endroits où on vous fera voir un petit truc noirâtre et on ne sait pas si c'est un charbon de bois, si c'est un bout de Savonarola cramé ou de son de ses copains ou autre chose. Non, les hypothèses sont ouvertes. Et normalement, donc, tout a été jeté à l'Arno, donc sa trace normalement n'existe plus. Il y a une damnatio memoria, c'est-à-dire que même sa mémoire est interdite et on ne devrait plus entendre parler de ce personnage. Sauf que manifestement, c'est un homme très intelligent. Les critiques qu'il faisait n'étaient pas des critiques vaines. Quand il attaquait... Il s'appuyait sur des réalités, bien sûr. Voilà, il attaquait l'excès de luxe, il attaquait des mœurs quand même répréhensibles. Oui. D'autant plus quand il a fait l'erreur d'attaquer la personne pontificale, mais enfin César il faut dire qui était le pape Alexandre VI. Voilà. C'était un Borgia en fait. C'est Rodrigue Borgia. C'est lui-même. Un brave monsieur qui tous les soirs quittait le Vatican pour rentrer au palais où il avait installé sa maîtresse et ses 4 enfants et qui faisait un repas de famille gentillonnet. C'est quand même une figure pontificale un petit peu particulière, quoi. Et donc toute la prédication et toute l'œuvre de Savonarola depuis son enfance, les poèmes qu'il a écrits quand il était jeune étudiant s'appellent déjà De la ruine de l'Église, et il en a toujours appelé à la réforme. Alors lui avec un petit R, et c'est Luther qui mettra le R majuscule plus tard, mais on est dans cette pensée-là et on est dans ce courant-là. Alors nous reviendrons tout à l'heure, c'est l'essentiel de l'affaire. Nous reviendrons justement sur la dimension avant-gardiste de ce Jérôme Savonarola, considéré par certains comme un précurseur de la réforme. Avant cela, je vous propose de revenir sur son parcours et sur un certain nombre des questions justement que j'ai laissées tout à l'heure de côté.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1.com. Europe 1. Jérôme Savonarole, c'est la question que vous posez à votre invité cet après-midi, Franck Ferrand. Vous recevez Marie Vialon qui a réuni les études et les actes du colloque international de Lyon des 21 et 22 novembre dans Paolo Sarpi, Politique et religion en Europe, paru chez Classique Garnier, et qui a un autre livre autour des lettres italiennes de Sarpi qui va sortir très bientôt chez Classique Garnier. Chez Garnier Classique, dans la Garnier collection des classiques. Ouais. Alors, on ne va pas revenir sur la jeunesse de Savonarole. Quelques mots peut-être quand même. Il est le petit-fils d'un grand médecin qui est un peu, qui lui a servi de modèle d'un certain point de vue. C'est une famille tout à fait bien, bourgeoise, tranquille, aimante. Il est dans un milieu, il a plusieurs frères et sœurs. Le grand-père, Michel Savonarole, est un très grand médecin. Il est médecin du duc de Ferrare, d'ailleurs. Et dans cette atmosphère-là, il aurait pu avoir une vie épanouie, tranquille, sans beaucoup de soucis. Il devient, quand il est jeune, un étudiant, puisque son grand-père l'a formé. Et puis, il y a peut-être la brisure de cœur, qui est... Alors, et voilà. On pourrait faire de la psychanalyse. Il est amoureux de la fille qui habite le palais d'en face. Elle est la fille naturelle d'un Strozzi. Les Strozzi, ce sont des grands riches florentins en exil à Ferrare. Et donc un jour, il lui déclare plus ou moins sa flamme, et la jeune fille, ils ont une 15-16 ans, hein. La jeune Roméo fille, et Juliette, votre histoire. Absolument. Elle l'envoie balader en lui disant, mais enfin comment, moi je suis, j'ai du sang noble, vous n'êtes qu'une famille de bourgeois. Et lui réplique, ça montre quand même qu'il avait déjà du sang sous les ongles, il lui réplique, oui mais moi je suis un fils légitime, tu n'es qu'une bâtarde. Bon, voilà. Fin de l'aventure amoureuse, fin des amours définitives de Savonarole désormais. C'est par dépit qu'il est entré dans les ordres, on peut Alors, d'aucuns y ont vu le début, la brisure dans son épanouissement et le début de toutes ces aventures. Une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas choisi les dominicains par hasard, parce qu'il a toujours été fasciné par le verbe. Je crois que ça le structure, hein, littéralement. Oui, et d'autre part, dans ses études, donc il a fait des études relativement poussées, il était un grand admirateur de saint Thomas d'Aquin. Donc vraiment la somme théologique de Thomas d'Aquin l'intéressait beaucoup. Donc très naturellement, quand il a décidé de partir, puisque ça s'est fait à la Cloche de Bois, il avait fait un voyage, à Faenza, donc une ville pas très loin. Il avait été au prêche. Il y avait un moment, le prêtre avait cité cette phrase de la Bible où Dieu disait à un homme, lâche tout et viens vers moi, et il avait considéré que cette phrase lui était destinée. Donc ça a mûri un petit peu en lui, et un matin, en cachette, il le dit lui-même, en cachette, il s'en va. Il laisse un petit mot sur le rebord de la fenêtre en disant « je suis parti ». Un post-it sur le frigo. Voilà, un peu la version. Quand il n'y avait pas le frigo, il ne restait plus que la fenêtre. Et il part en mars 75 et il attend quand même le 20 avril 75 pour écrire à son père pour justifier son départ. Il attend d'être vraiment... Alors, il n'est pas encore moine, il n'est que novice, hein, il vient tout juste de rentrer. Mais enfin, il attend que les choses se soient déjà bien faites pour qu'il ne soit plus récupérable, je puisse dire. Il a écrit un mot à son père et une véritable lettre à sa mère. Alors, la lettre à sa mère, elle est beaucoup plus tardive et c'est une lettre dans laquelle il lui explique qu'en gros, elle et les sœurs n'ont qu'une seule place, c'est au couvent.
à prier Dieu, et que le reste de la vie n'a pas d'intérêt, mis à part prier Dieu. C'est une lettre assez longue. Une lettre, alors ce qui est admirable, parce que Savonarola, trop souvent on le présente comme une forme d'allumé, d'illuminé, mais quand on lit ces textes, c'est construit, c'est bien fait. Franchement, c'est des modèles. Si tous les étudiants et les écoliers de France prenaient modèle sur Savonarola pour faire les dissertations, on n'aurait que des perles. Ça serait magnifique. Oui, c'est un très grand orateur. Hein, c'est un très grand orateur, c'est un très grand intellectuel, c'est un gars qui construit très très bien les choses. On possède toujours les espèces de fiches qu'il faisait pour ses sermons. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a retrouvé aussi des manuscrits. C'est un notaire florentin qui prenait dans une sorte de sténo les sermons. Et on peut s'apercevoir que entre sa fiche de préparation, donc son petit storyboard son chemin de fer qui s'était tracé, et ce qu'il dit, il y a peu de glissement. Il y a un glissement dans le vocabulaire, dans l'emphase, dans l'étoffe, voilà. Du propos. Mais le fil conducteur et la trame intellectuelle sont toujours parfaitement respectés. C'est passionnant d'avoir ces deux documents et de pouvoir les mettre en regard l'un de l'autre. Ouais. C'est passionnant, ça. Et c'est un type qui intellectuellement ne peut que passionner. Quand on l'étudie, on n'est pas obligé d'adhérer à tout, mais il a un esprit extraordinaire. Alors, c'est un paradoxe pour ce grand aristotélicien d'avoir prêché dans la ville platonicienne par essence, c'est-à-dire à Florence, où saint Augustin est bien plus en faveur que saint Thomas d'Aquin, incontestablement. Comment est-ce qu'il va séduire son auditoire florentin ? Alors, il le séduit pas tout de suite. La première campagne, le premier carême où il prêche, ça marche pas bien. Ça va pas. Et c'est là où il met au point ses petites fiches. Parce qu'il se dit qu'il faut qu'il soit plus persuasif. Donc, grand admirateur de saint Thomas d'Aquin, il prend la bonne vieille technique scolastique et il construit. Donc, les gens qui viennent l'écouter, même s'ils sont armés de beaucoup de raisons, de logique, ne peuvent que rentrer dans son système. Donc, au bout d'un certain temps, les gens sont emportés. Quand vous l'entendez, vous ne voyez pas où est la faille. Donc, vous adhérez. Et si vous n'êtes pas en plus un très très grand intellectuel, vous êtes noyé. C'est ça, vous êtes complètement convaincu. Oui. C'est son objectif. Je pense que cet homme avait la passion de convaincre. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va finalement causer sa perte, parce que à force de vouloir constamment apporter des preuves de ce qu'il avance, il finit par aller un peu trop loin. Lorsqu'il dit j'en appelle au jugement de Dieu et je passerai moi-même entre les flammes, eh bien on voit que là il n'est quand même pas capable d'aller au bout de sa promesse. Il est humain, mais il y a cette volonté absolue de convaincre, il est intrinsèquement sûr de lui. Ça, évidemment, ça se sait, ça se répète dans les bonnes familles de Florence, etc. Et ça revient forcément aux oreilles du père de la cité, si je puis dire, de Laurent de Médicis. Oui, alors, Savonarola s'estime un missionnaire. Il estime qu'il est arrivé puisqu'il est ferrarais, il est envoyé par son ordre à Florence, et il est là pour prêcher, pour réformer cette ville, pour la ramener dans la voie du bien et de faire de cette ville la cité du Christ. Donc il faut que le Christ soit le roi de Florence. Une fois que les choses auront été redressées à Florence, il le dit lui-même, à partir de là on passera à l'Italie, à partir de l'Italie on passera à la chrétienté et on pourra recréer une Jérusalem terrestre nouvelle. Quelle invraisemblable ambition, c'est fabuleux. Quand tout à l'heure j'ai dit qu'il était au chevet de Laurent mourant, je vous ai vu faire la moue. Il y a plusieurs récits. Les uns, disons, les pro-médicéens, en particulier le Policien, racontent qu'il est venu, qu'il a béni, etc. Bon, les pro-savonaroliens, donc anti-médicéens, disent autre chose. Il serait arrivé auprès de Laurent, il aurait exigé de Laurent que, en tant que testament politique, il laisse tout aux mains de Savonarola. Laurent aurait refusé et il serait parti, il aurait tourné les talons, refusant la bénédiction à l'article de la mort. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Savonarola cet après-midi sur Europe 1 et Franck Ferrand, vous recevez Marie Vialon. Elle est italianiste à l'université Lyon 3, spécialiste des questions religieuses. Alors, bien sûr que Savonarola avait fait des espèces de prédictions, des prophéties qui se sont réalisées sur la mort de Laurent, c'était pas très compliqué, sur celle du pape, sur l'arrivée des envahisseurs, en l'occurrence les Français. Comment s'est-il retrouvé dans cette délégation qui va négocier avec Charles VIII, Marie Vialon ? Là, j'avoue, vous me prenez un peu de court parce que je n'ai pas trop travaillé l'aspect politique de Savonarola, mais il faut, disons qu'il faut, les Médicis, ils bénéficient, si vous voulez, en gros, d'un vide. Laurent le Magnifique est malade, de toute façon, il meurt, mais il meurt de la goutte. Et puis il était soigné de façon un peu particulière, on lui faisait avaler des perles et des joyaux pilés. On soignait le mal par le mal, la pierre par la pierre. Bon bref, ça ne devait pas arranger son estomac et le reste. Le fils successeur potentiel n'est pas un personnage politiquement très doué. Non, mais il se sauve de toute façon, Pierre, tout simplement. Pas au début, mais après il s'en va. Mais on le chasse aussi, parce qu'on s'est aussi rendu compte que si on lui laissait les choses en main, ça serait encore plus catastrophique. Et il y a le monde politique florentin, même à l'époque des Médicis, était déjà parcouru d'énormément de courants. Il y avait une opposition aux Médicis qui n'était pas favorable à Savonarola, mais qui était quand même... Donc, si vous voulez, il y a une forme d'éclatement du monde politique à Florence. Si la soldatesque très puissante et très dangereuse du roi de France n'était pas là aux portes de Florence, on peut imaginer que Savonarola n'aurait jamais été en état d'asseoir son pouvoir, en fait. Il a pu régner d'une certaine manière tant que les Français étaient dans le paysage. Comme par hasard, au moment où Charles VIII se retire, eh bien, il n'y a plus de soutien derrière Savonarola. Oui, alors je pense qu'il était francophile de lointain, parce qu'il connaissait pas trop bien ça, mais enfin bon, quand même. Et puis, je pense que son talent de persuasion qu'il utilisait dans les prêches, il a dû l'utiliser quand il était dans la délégation qui a rencontré les Français, et il est parvenu à écarter le feu, le glaive de Dieu, puisque au départ on avait annoncé que l'arrivée des rois de France, c'était pour un peu le principe de Noé, qu'on remet tout à zéro et on reconstruit ex nihilo. Or lui, Savonarola, a écarté la catastrophe, ça lui va bien, ça lui apporte ça fait partie de ses multiples talents. C'est un type qui sait très très bien exploiter les situations. Il sait très bien, c'est ce que je dis, il est somptueusement intelligent. Donc il sait exploiter la situation politique, la situation internationale, même si finalement c'est pas d'être dominicain qui vous forme beaucoup à la diplomatie. Non. Mais il sait faire, il est intelligent, il comprend tout très très vite et un petit peu plus vite que les autres. Oui. Donc il sait faire. Alors il va mettre en place cette espèce de... Je parlais de théocratie tout à l'heure, on peut aller jusqu'à employer ce terme. Alors, ça me gêne un petit peu dans le sens que quand on parle de théocratie, ça veut dire que ce serait que la loi serait la loi de l'Église. En fait, lui, il ne change rien au niveau des institutions. Simplement, il est très puissant dans l'influence et surtout, je dirais que plus qu'une influence politique, il a une influence policière. Il continue à prêcher pendant tout ce temps-là. C'est-à-dire qu'il ne se retire pas dans une tour d'ivoire, loin de là. Absolument pas. De toute façon, même quand le pape le lui interdit, il continue. Donc, il continuera toujours. Jusqu'au son dernier souffle, il va prêcher. Lui, en fait, il va faire une police. Ces gamins, et il les envoie chez les bourgeois s'emparer de tout ce qui est marque de luxe, et il y a même des erreurs qui sont faites. On sait très bien que des bibles ont été brûlées simplement parce qu'elles avaient de somptueuses reliures. Bon, c'est-à-dire que quand on est amoureux de l'art, généralement quand on aime Florence, c'est qu'on aime l'art, et on ne peut que détester Savonarola parce que il a quand même la période de son mandat, si je puis dire. D'ailleurs, il n'avait pas de mandat. Comment est-ce qu'on pourrait parler de son influence, de son magistère, de son influence. Cette période a été épouvantable pour ce qui est des beaux-arts. Oui, il y a eu beaucoup de destruction. On a détruit. Et puis on a même ce pauvre Botticelli qui, un jour, lui croyait réellement, était un disciple convaincu, et qui un jour prend sous son bras tout un paquet de ses peintures qui étaient non pas les peintures religieuses, mais des peintures dites condamnables, et il les jette dans le feu. Merci Marie Vialon d'être venue éclairer notre lanterne sur cette période sombre de l'histoire florentine.